Aujourd'hui, c'est tous les cagneux qui vont être contents. Spéciale dédicace à ceux qui me saluent quand je marche dans le quartier latin. C'est quand même assez drôle, le Madame Grain de Lettres. On va parler d'une vie de Maupassant, parce que c'est incroyablement beau. Une vie, c'est le premier roman de Maupassant, il est sorti en 1883. Et j'ai là, très précisément, l'édition que j'ai lue adolescente. Ça se voit, je faisais attention à mes livres à l'époque. Et là, ça y est, voilà, il s'abîme d'avoir été passé en sac, en lit, etc. Enfin, il va falloir que j'apprenne. Ou que je désapprenne. C'est son premier roman. Bon, là, c'est aussi très symbolique de passer au format long. Moi, c'est un roman que j'ai lu adolescente. Alors, je crois que j'étais au collège, que j'ai adoré. Et que j'ai pas tellement repris depuis. Et je me souviens en avoir pas mal parlé avec mon père, qui avait aimé aussi, qui en avait été marqué. Mais c'est une conversation que j'ai eue adolescente ou jeune adulte, et je pense qu'il y en a eu plusieurs. Papa aimait beaucoup les classiques quand il était jeune. Après, il a surtout lu des BD, des choses comme ça. Des livres informatiques, des choses politiques aussi. Mais moins de classiques. Quand il a été adulte, même s'il en a lu encore un peu de littérature. Et voilà, Une vie, bon, ben, on est dans le classique absolu. Un des grands romans de Maupassant, son premier donc, on est en 83. Est-ce que c'est naturaliste ? Moi, je vais dire que c'est pas mal naturalisé, mais c'est pas forcément ça qui va compter. Je pense qu'on va faire plusieurs vidéos sur Une vie, mais pas forcément en d'affilée. Je pense que j'y reviendrai peut-être cet été. Là, on va juste commencer par le titre, l'incipit. Qu'est-ce qui se passe quand on a une vie comme ça qui s'offre ? Donc moi, c'est le maxi-poche classique français, texte intégral. Je sais même pas d'où on le sort. Mais il est beau. Alors, on va déjà commencer par le titre, avec cette chose un peu étonnante que vie, ça peut être un titre, on se rappelle rématique ou thématique. Rématique, ça va plutôt être des titres d'ordre générique qui vont indiquer un genre, alors que les titres thématiques indiquent le thème. C'est-à-dire que, en fait, vie, on a Vie d'Henri Brulard, par exemple, de Stendhal. Bon, pas vraiment achevé, hein, Vie d'Henri Brulard, mais Tristram Shandy aussi, je crois que c'est vie est quelque chose de... ça va pas me revenir, etc. Mais vie, c'est quelque chose qui peut revenir comme ça. C'est-à-dire, en fait, c'est synonyme de biographie. Comme voyage est synonyme de relation de voyage et montre l'appartenance au genre apodémique du voyage. Donc, quand on a vie, on a quelque chose qui va être de l'ordre d'une biographie. On a tout de même un article indéfini qui est pour le moins surprenant. Parce qu'il est singulier. En fait, il va donner cette impression, très 19e siècle, que l'on va extraire d'une catégorie, celle de la vie, voire des vies, du genre littéraire, une vie, un exemplaire unique et singulier. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va se plonger dans cette singularité, qui va pourtant s'inscrire dans quelque chose d'assez typifié, qui peut être emblématique. Et ça, cette dimension, on va dire, emblématique collective, sociologique, dans laquelle on peut se retrouver au-delà, très caractéristique, elle va apparaître de temps en temps par ce qu'Éric Bordas appelle l'exophore mémorial de notoriété, dont il fait un des stylèmes caractéristiques du 19e siècle. Si j'y pense, je mets l'article en description, si je n'y pense pas, vous me le rappelez. Et l'exophore mémorial de notoriété, ce sont les formules du type 1, 2C. C'est-à-dire qu'on va montrer qu'on va extraire d'une catégorie, et ces mémorials de nos exophores, on fait référence à quelque chose qui va être en fait en dehors du texte, et que l'on va reconnaître au-delà. Et cet au-delà, il se passe par quelque chose de l'ordre on fait référence à quelque chose du monde, et c'est mémorial de notoriété parce que ça fait référence à une connaissance commune, donc à un souvenir, et ce souvenir il est commun, mémorial de notoriété. Donc exophore, ça va être une allusion à l'extérieur, en extérieur, quoi. Donc c'est un peu ça, voilà, qui est en train de se passer déjà rien qu'au titre. Et ce qui est intéressant dans Une vie, c'est qu'on a en fait l'idée de quelque chose qui va être typique, et en fait de cette esquisse de typification,
on va déjà avoir des connotations, par exemple, qui va être typique. On en a une idée avec un peu, on en a parlé avec Sébastien Bailly dans Parfois l'homme, et où le jeu il est un peu indirect, enfin inverse je veux dire, c'est-à-dire que sous l'article défini, le, on va trouver un infini de possibles. Là on va prendre un singulier qui va éventuellement faire signe vers quelque chose de plus typique, qui sera peut-être de l'ordre d'une classe sociale, ou de choses plus singulières, etc. Des physiologies de la première moitié du 19e, d'une espèce de vision sur la société. Voilà. En fait, la dimension collective, elle est ainsi suggérée, mais elle n'est pas forcément définie, c'est-à-dire dans le sens où on va définir de quel collectif il s'agit. Là, c'est là en fait où on va avoir quelque chose où on a l'impression que c'est sociologique, mais la sociologie, normalement, elle définit à quoi ça va s'appliquer, sa définition. Une définition, c'est une délimitation. Et là, dans l'absolu, ça ne s'applique qu'à une personne, c'est-à-dire celle dont la vie est racontée, qui en fait est un être de fiction. Vous voyez ? Donc il y a un peu toutes ces connotations-là qui vont apparaître dans ce titre et qui vont amener ce programme de lecture, cet horizon d'attente assez particulier en fait par cette tension, juste par une vie. Et donc une vie, ça peut aussi être une annonce thématique sur ce que ça va raconter. Et ça va connoter donc, si c'est une vie, c'est pas la grande vie, vous voyez. Vie d'Henri Brulard, on a vraiment le genre, mais la caractérisation par le complément du nom avec un nom propre, elle donne quand même l'idée de quelque chose qui va être au moins profondément engagé dans un caractère, dans une personne ou une personnalité. Vie de Jésus, Renan. Lui, là, on a aussi un effacement comme ça de l'article. Et on a tendance à toujours mettre la vie de Jésus, mais en fait, c'est vie de Jésus. Et ça fait entrer dans une espèce d'absolu qui est une possibilité parmi d'autres, mais qui fait aussi signe vers le genre littéraire. Voilà, donc c'est pas du tout un titre qui est rare, vie 2, mais une vie, c'est un peu moins courant. Et ça connote ainsi, donc l'ordinaire, le banal. On a aussi l'idée, de cet indéfini, c'est unique mais indéfini. Et c'est quelque chose de cet ordre-là que l'on va retrouver dans le projet de parler de gens ordinaires. Voilà. Et donc dans cet ordinaire, dans ce qui va se passer, se produire, on va avoir donc une vie, Guy de Maupassant, une petite biographie, je ne sais même pas qui l'a écrite. D'abord, on va avoir à Madame Brenne, hommage d'un ami dévoué et un souvenir d'un ami mort, Guy de Maupassant. Donc une très belle dédicace. Un ami dévoué, un souvenir d'un ami mort, a priori, l'ami dévoué serait plutôt Guy de Maupassant, l'hommage de l'auteur. Donc c'est une périphrase pour parler de lui-même, et on remarquera ici qu'on a en fait aussi quelque chose de l'ordre du défini avec le nom, très respectueux. Alors moi je sais pas, là j'ai pas les repères biographiques pour aller plus loin. Et en souvenir d'un ami mort, quelqu'un d'autre. Et là si on n'est pas dans la confidence, on en est exclu, mais ça met sous le sceau de l'amitié, de la relation entre les sexes. Il y a des hommes, il y a des femmes, ou il y a une femme, il y a des hommes. Une signature d'auteur qui devient une signature amicale. Et ça, c'est quand même un geste qui est intéressant parce que ça va créer une familiarité. Et ça, c'est un peu ce qu'il y a dans ce qu'on appelle les private jokes, les connivences, ici plutôt sous le sceau du tragique, et qui va donner quand même une forme de solennité dans la dédicace. C'est quand même important. 1. Jeanne, ayant fini ses malles, s'approcha de la fenêtre, mais la pluie ne cessait pas. L'averse, toute la nuit, avait sonné contre les carreaux et les toits. Le ciel bas et chargé d'eau semblait crever, se vidant sur la terre, la délayant en bouillie, la fondant comme du sucre. Des rafales passaient pleines d'une chaleur lourde. Le ronflement des ruisseaux débordés emplissait les rues désertes où les maisons, comme des éponges, buvaient l'humidité qui pénétrait au-dedans et faisait suer les murs de la cave au grenier. Jeanne, sortie la veille du couvent, libre enfin pour toujours, prête à saisir tous les bonheurs de la vie dont elle rêvait depuis si longtemps, craignait que son père hésitât à partir si le temps ne s'éclaircissait pas.
Et pour la 100e fois depuis le matin, elle interrogeait l'horizon. Puis elle s'aperçut qu'elle avait oublié de mettre son calendrier dans le sac de voyage. Elle cueillit sur le mur le petit carton divisé par mois et portant au milieu d'un dessin la date de l'année courante, 1819, en chiffres d'or. Puis elle biffa à coups de crayon les 4 premières colonnes rayant chaque nom de saint jusqu'au 2 mai, jour de sa sortie du couvent. Une voix derrière la porte appela « Jeannette !» Jeanne répondit « Entre, papa !» et son père parut. Le baron Simon-Jacques Le Pertuis des Vaux était un gentilhomme de l'autre siècle, maniaque et bon. Disciple enthousiaste de Jean-Jacques Rousseau, il avait des tendresses d'amant pour la nature, les champs, les bois, les bêtes. Aristocrate de naissance, il haïssait par instinct 93. Mais, philosophe par tempérament et libéral par éducation, il exécrait la tyrannie d'une haine inoffensive et déclamatoire. Sa grande force et sa grande faiblesse, c'était la bonté, une bonté qui n'avait pas assez de bras pour caresser, pour donner, pour étreindre, une bonté de créateur. Épars, sans résistance, comme l'engourdissement d'un nerf de la volonté, une lacune dans l'énergie, presque un vice. Homme de théorie, il méditait tout un plan d'éducation pour sa fille, voulant la faire heureuse, bonne, droite et tendre. Elle était demeurée jusqu'à 12 ans dans la maison, puis, malgré les pleurs de la mère, elle fut mise au Sacré-Cœur. Il l'avait tenue là, sévèrement enfermée, cloîtrée, ignorée, ignorante des choses humaines. Il voulait qu'on la lui rendît chaste à 17 ans pour la tremper lui-même dans une sorte de bain de poésie raisonnable. Et, par les chants, au milieu de la terre fécondée, ouvrir son âme, dégourdir son ignorance à l'aspect de l'amour naïf, des tendresses simples des animaux, des lois sereines de la vie. Elle sortait maintenant du couvent, radieuse, pleine de sève et d'appétit de bonheur, prête à toutes les joies, à tous les hasards charmants que, dans le désœuvrement des jours, la longueur des nuits, la solitude des espérances, son esprit avait déjà parcouru. Elle semblait un portrait de Véronèse avec ses cheveux d'un blond luisant, qu'on aurait dit avoir déteint sur sa chair, une chair d'aristocrate à peine nuancée de rose, ombrée d'un léger duvet, d'une sorte de velours pâle qu'on apercevait un peu quand le soleil la caressait. Ses yeux étaient bleus, de ce bleu opaque qu'ont ceux des bonshommes en faïence de Hollande. Elle avait sur l'aile gauche de la narine un petit grain de beauté, un autre à droite sur le menton, où frisaient quelques poils si semblables à sa peau qu'on les distinguait à peine. Elle était grande, mûre de poitrine, ondoyante de la taille. Sa voix nette semblait parfois trop aiguë, mais son rire franc jetait de la joie autour d'elle. Souvent, d'un geste familier, elle portait ses 2 mains à ses tempes, comme pour lisser sa chevelure. Elle courut à son père et l'embrassa en l'étreignant. « Eh bien, partons-nous, dit-elle. »« Comment veux-tu voyager par un temps pareil ?» Mais elle le priait, câline et tendre. « Oh, papa, partons, je t'en supplie, il fera beau dans l'après-midi. »« Mais ta mère n'y consentira jamais. »« Si, je te le promets, je m'en charge. Si tu parviens à décider ta mère, je veux bien, moi. » Et elle se précipita vers la chambre de la baronne, car elle avait attendu ce jour du départ avec une impatience grandissante. Depuis son entrée au Sacré-Cœur, elle n'avait pas quitté Rouen, son père ne permettant aucune distraction avant l'âge qu'il avait fixé. 2 fois seulement, on l'avait emmenée 15 jours à Paris, mais c'était une ville encore, et elle ne rêvait que la campagne. Elle allait maintenant passer l'été dans leur propriété des peuples, vieux château de famille planté sur la falaise auprès d'Yport. Et elle se promettait une joie infinie de cette vie libre au bord des flots. Puis il était entendu qu'on lui faisait don de ce manoir qu'elle habiterait toujours lorsqu'elle serait mariée. Et la pluie, tombant sans répit depuis la veille au soir, était le premier gros chagrin de son existence. Mais au bout de 3 minutes, elle sortit en courant de la chambre de sa mère, criant par toute la maison « Papa, papa, maman veut bien, fais atteler !» Le déluge ne s'apaisait point, on eût dit même qu'il redoublait quand la calèche s'avança devant la porte.
Jeanne était prête à monter en voiture lorsque la baronne descendit l'escalier, soutenue d'un côté par son mari et de l'autre par une grande fille de chambre forte et bien découplée comme un gars. C'était une Normande du pays de Caux, qui paraissait au moins 20 ans, bien qu'elle en eût au plus 18. On la traitait dans la famille un peu comme une seconde fille, car elle avait été la sœur de lait de Jeanne. Elle s'appelait Rosalie. Sa principale fonction consistait d'ailleurs à guider les pas de sa maîtresse, devenue énorme depuis quelques années, par suite d'une hypertrophie du cœur, dont elle se plaignait sans cesse. La baronne atteignit, en soufflant beaucoup, le perron du vieil hôtel, regarda la cour où l'eau ruisselait et murmura « Ce n'est vraiment pas raisonnable. » Son mari, toujours souriant, « C'est vous qui l'avez voulu, madame Adélaïde. » Comme elle portait ce nom pompeux d'Adélaïde, il le faisait toujours précéder de madame, avec un certain air de respect, un peu moqueur. Puis elle se remit en marche et monta péniblement dans la voiture, dont tous les ressorts plièrent. Le baron s'assit à son côté. Les ressorts, c'est les espèces d'amortisseurs, des calèches. Jeanne et Rosalie prirent place sur la banquette à reculons. La cuisinière Ludivine apporta des masses de manteaux qu'on disposa sur les genoux, plus 2 paniers qu'on dissimula sous les jambes. Puis elle grimpa sur le siège à côté du père Simon et s'enveloppa d'une grande couverture qui la coiffait entièrement. Le concierge et sa femme vinrent saluer en fermant la portière. Ils reçurent les dernières recommandations pour les mâles qui devaient suivre dans une charrette, et on partit. Le père Simon, le cocher, la tête baissée, le dos arrondi sous la pluie, disparaissait dans son carrick à triple collet. La bourrasque gémissante battait les vitres, inondait la chaussée. La berline au grand trot des 2 chevaux dévala rondement sur le quai, longea la ligne des grands navires dont les mâts et vergues les cordages se dressaient tristement dans le ciel ruisselant, comme des arbres dépouillés. Puis elle s'engagea sur le long boulevard du Mont Riboudet. Bientôt, on traversa les prairies et de temps en temps, en sol noyé, les branches pendantes avec un abandonnement de cadavres se dessinaient gravement à travers un brouillard d'eau. Les fers des chevaux clapotaient et les 4 roues faisaient des soleils de boue. On se taisait. Les esprits eux-mêmes semblaient mouillés comme la terre. Petite mère se renversant, appuya sa tête et ferma ses paupières. Le baron considérait d'un œil morne les campagnes monotones et trempées. Rosalie, un paquet sur les genoux, songeait de cette songerie animale des gens du peuple. Mais Jeanne, sous ce ruissellement tiède, se sentait revivre ainsi qu'une plante enfermée qu'on vient de remettre à l'air. Et l'épaisseur de sa joie, comme un feuillage, abritait son cœur de la tristesse. Bien qu'elle ne parlât pas, elle avait envie de chanter, de tendre dehors sa main pour l'emplir d'eau qu'elle boirait. Et elle jouissait d'être emportée au grand trot des chevaux, de voir la désolation des paysages et de se sentir à l'abri au milieu de cette inondation. Et sous la pluie acharnée, les croupes luisantes des 2 bêtes exhalaient une buée d'eau bouillante. La baronne peu à peu s'endormait. Sa figure, qu'encadrait 6 boudins réguliers de cheveux pendillants, s'affaissa peu à peu, mollement soutenue par les 3 grandes vagues de son cou, dont les dernières ondulations se perdaient dans la pleine mer de sa poitrine. Sa tête, soulevée à chaque aspiration, retombait ensuite. Les joues s'enflaient tandis qu'entre ses lèvres entr'ouvertes passait un ronflement sonore. Son mari se pencha vers elle et posa doucement dans ses mains croisées sur l'ampleur de son ventre un petit portefeuille en cuir. Ce toucher la réveilla, et elle considéra l'objet d'un regard noyé avec cet hébétement des sommeils interrompus. Le portefeuille tomba, s'ouvrit, de l'or et des billets de banque s'éparpillèrent dans la calèche. Elle s'éveilla tout à fait, et la gaieté de sa fille partit en une fusée de rire. Le baron ramassa l'argent et, le lui posant sur les genoux, « Voici, ma chère amie, tout ce qui reste de ma ferme des Lotos. Je l'ai vendue pour faire réparer les peuples, où nous habiterons souvent désormais. » C'était la 9e ferme, vendue ainsi sur 31 que leurs parents avaient laissées. Ils possédaient cependant encore 20 000 livres de rente en terre qui, bien administrés, auraient facilement rendu 30 000 francs par an. Comme ils vivaient simplement, ce revenu aurait suffi,
S'il n'y avait eu dans la maison un trou sans fond toujours ouvert? La bonté. Elles tarissaient l'argent dans leurs mains comme le soleil tarit l'eau des marécages. Cela coulait, fuyait, disparaissait. Comment? Personne n'en savait rien. À tout moment, l'un d'eux disait « Je ne sais comment cela s'est fait. J'ai dépensé 100 francs aujourd'hui, sans rien acheter de gros. » Cette facilité de donner était du reste un des grands bonheurs de leur vie. Et ils s'entendaient sur ce point d'une façon superbe et touchante. Jeanne demanda « Est-ce beau maintenant, mon château ?» Le baron répondait gaiement « Tu verras, fillette. » Mais peu à peu, la violence de l'averse diminuait, puis ce ne fut plus qu'une sorte de brume, une très fine poussière de pluie voltigeant. La voûte des nuées semblait s'élever, blanchir, et soudain, par un trou qu'on ne voyait point, un long rayon de soleil oblique descendait sur les prairies. Il est vachement long, en fait, le premier chapitre. Ouais, normalement, là, j'ai encore 10 pages, je vais pas aller beaucoup plus loin. Et, les nuages s'étant fendus, le fond bleu du firmament parut. Puis la déchirure s'agrandit comme un voile qui se déchire et un beau ciel pur d'un azur net et profond se développa sur le monde. Un souffle frais et doux passa comme un soupir heureux de la terre et quand on longeait des jardins ou des bois, on entendait parfois le chant alerte d'un oiseau qui séchait ses plumes. Le soir venait. Tout le monde dormait maintenant dans la voiture excepté Jeanne. 2 fois on s'arrêta dans des auberges pour laisser souffler les chevaux et leur donner un peu d'avoine avec de l'eau. Le soleil s'était couché, des cloches sonnaient au loin. Dans un petit village, on alluma les lanternes et le ciel aussi s'illumina d'un fourmillement d'étoiles. Des maisons éclairées apparaissaient de place en place, traversant les ténèbres d'un point de feu, et tout d'un coup, derrière une côte, à travers des branches de sapin, la lune, rouge, énorme, et comme engourdie de sommeil, surgit. Allez, on va rester là, sur ce voyage. Qu'est-ce qu'on a dans ce long incipit, puisqu'en fait, je suis arrivée à la page 19, j'ai démarré à la page 13. Donc ça fait quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on va avoir dans tout cela? C'est le départ. Et c'est vraiment un début qu'on appelle immédiat stress, puisque c'est un début brutal. Brutal, il n'est pas spécialement brutal en tant que départ, mais qui arrive au milieu d'une action. Et cette action, elle est évidemment choisie à dessein pour sa charge symbolique importante. Il s'agit du départ du couvent. Évidemment, c'est comme s'il fallait nous dire que le couvent n'intéresse pas vraiment quelqu'un comme Maupassant. C'est aussi très proche en fait du début Enfin, on a aussi des réminiscences avec le début de Madame Bovary. Flaubert a été le mentor en écriture de Maupassant. Je crois que c'était l'ami d'un oncle de Maupassant. On peut en fait voir qu'on a quelque chose comme aussi le départ du couvent, mais on a d'abord la vie au couvent chez Flaubert. Finalement, c'est presque plus ciselé au niveau du choix de l'événement symbolique et qui en fait va nous faire entrer toute la constellation familiale, ici d'emblée, les rapports avec les parents, tout ce qui va être de l'ordre des noms, de la présence, de l'être au monde, mais aussi de la vie intime. Et tout apparaît en même temps à l'orée d'une nouvelle vie qui est littéralement emblématisée par le départ. Et le départ d'un lieu à un autre, et qui est effectivement une nouvelle vie, ou peut-être le début de la vie. Je rappelle que le couvent, alors surtout quand on entre vraiment dans les ordres, mais a souvent quand même, pour métaphore désignante, est souvent désigné comme un tombeau aussi. Et vu parfois comme un ensevelissement. On n'est pas du tout ici de l'ordre d'une résurrection, mais en tout cas, ça va déjà aller du côté de cette vie qui est annoncée, et qui, en plus de ses connotations, on a vu, plutôt ordinaires, finalement a aussi ces connotations très importantes de la vitalité, voire de la nature. Et ça va être parfaitement présent, avec cette impossibilité de définir réellement, sur ce moment-là et sur cette période, à un endroit, une limite, une frontière qui va permettre de définir quelque chose qui serait de l'ordre de nature-culture. On rappelle, c'est un doublé conceptuel qui n'existe pas au XIXe siècle, mais finalement qui va amener un genre de pan-naturalisme. Tout est à peu près naturalisé, c'est très net chez Maupassant. Enfin là, ça m'a vraiment frappé en relisant Une vie. J'ai pleuré, j'ai même pleuré dans le métro. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pleuré, qu'est-ce qu'il est fort!
qu'est-ce que c'est... Oh, qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que c'est fort, qu'est-ce que ça frappe, qu'est-ce que ça emporte en même temps. Il faut le dire, hein, les émotions de lecture, oh là là. Après, même en regardant des bêtises sur Twitter, des chiffres, la natation synchronisée et tout, je pleurais encore, quoi. Oh là là, oh, mais dur. Pourtant, j'ai pas pris le métro longtemps. Hein, je l'ai lu très vite. Voilà. C'est... Ce qui montre quand même quelque chose aussi, c'est que tout en étant dur à la lecture, hein, et voilà, avec ces difficultés de concentration, bon, ben, j'ouvre Maupassant, je lis tout de suite. Voilà. Il y a quand même aussi des talents, hein, qui sont incroyables. Et cela, alors même que je pense Maupassant profondément misogyne en tant que personne, c'est une chose, et que les textes, voilà, féministes ou pas, c'est quand même plus qu'une question, ma réponse est plutôt non. Et moi, je le vois plutôt comme consciemment misogyne, ce qui est bien plus dur, mais je pense que ce sont des textes qui peuvent servir d'outils féministes, par exemple, voilà. S'il faut donner une étiquette de ce genre-là. Mais là, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas féministe ou pas, c'est cette espèce de pannaturalisme, qui est pas en fait le naturalisme de l'école naturaliste, même si, pourquoi pas, mais c'est pas Zola, c'est pas les gros sabots du scientisme de Zola, c'est plutôt, en fait, du point de vue des idées, c'est vraiment du Schopenhauerisme, donc du Schopenhauer mis dans les textes, c'est-à-dire comme une espèce de représentation permanente des cruautés, des ruses de la nature, notamment en termes d'amour. Mais là, je suis plus vague, hein, que le Sol Incipit, et puis je vais faire quand même des remarques. Mais là, ce qui me marque davantage, c'est la naturalité, c'est-à-dire et la sensorialité des descriptions. Et en fait, on peut même pas tellement délimiter. Il y a des moments de description, des moments qui n'en sont pas, mais l'animation propre des descriptions. Et là, il va falloir rentrer dans le grain du texte pour aller chercher ça un peu dans les profondeurs. Et c'est une orfèvrerie. C'est superbe. C'est splendide. C'est magnifique. On n'a rien à dire. Il y a des chapitres. C'est le chapitre 1. Jeanne, ayant fini ses malles, s'approcha de la fenêtre, mais la pluie ne cessait pas. C'est une splendeur. C'est évidemment un héritage latin complet, avec ici, ayant fini ses malles, c'est complètement un ablatif absolu. Donc ça sert quand même d'avoir fait un peu de latin, même si moi j'en ai pas assez fait, puis que en plus je suis délatinisée, voilà, je me barbarise, j'oublie tout. Mais on a ici en fait par l'incidente. Alors on rappelle, une incise ça va être avec un verbe de discours, inversion du sujet, dit-il, rétorqua-t-il, répondit-elle, voilà, tant que vous voulez, et ça peut être répondit-elle avec hargne, voilà, ce qui va être entre les deux virgules, et l'incidente elle va garder l'ordre sujet-verbe complément, l'ordre canonique de la phrase. Et ici, eh bien, on est en fait très exactement dans une participiale, incidente participiale, ayant fini ses malles, qui permet, en fait là, juste en une phrase, on a 3 tiroirs verbaux différents, ce qui permet d'avoir déjà toute une succession temporelle. Ça nous met la ligne temporelle en place. Donc on ouvre sur le personnage qui va être celui de cette vie qui est décrite. Mais ça, c'est jamais précisé tel quel, parce que c'est comme s'il y avait un hiatus profond entre le titre et le livre, et que le personnage ne savait pas qu'il était un personnage. C'est ce qui arrive le plus souvent. Ça va aussi donner l'impression d'un discours, d'un récit naturel, alors que finalement ça n'a rien de naturel, c'est complètement artificiel. Mais vous, quand vous vivez, vous vous dites pas, tiens, voici mon roman. Voilà. Quand vous le faites, ce sont d'autres moments et qui vont amener aussi des effets méta, etc. C'est pas tellement le genre, ici précisément de Maupassant, dans ce genre de texte. Bon. Donc on a Jeanne, et c'est génial de commencer par le personnage principal, mais dont on ne sait rien, et dont on n'a qu'un prénom, ce qui va amener une familiarité immédiate. Et Jeanne, c'est un prénom, évidemment, chrétien. Donc ça nous ancre dans une zone globalement géographique occidentale. Bon, hein, quand on avait Guy de Maupassant et la culture commune, on le sait que c'est du roman français, mais vous voyez, ça peut jouer, les connotations des prénoms, pas non plus en faire des tartines. Boum, donc voilà, cet ablatif absolu magnifique qui montre un processus achevé, c'est mal, et c'est mal qui vont directement connoter le départ, la fin d'un côté qui va préparer le départ de l'autre. C'est littéralement le préparatif de voyage qui se fait préparatif de narration. Dans une phrase d'une simplicité extraordinaire. Bon, c'est mal. Aujourd'hui, c'est connoté 19e, mais au 19e, c'est pas connoté 19e, c'est contemporain. Ça, il faut s'en rappeler. Ce qui, pour nous, peut être un marqueur archaïsant. Parfois, c'est très archaïsant, comme chez La Fontaine. Ici, c'est pas archaïsant, c'est le contemporain.
d'avoir des malles. Alors c'est un contemporain qui a duré. Aujourd'hui on a des valises, mais parce qu'on ne voyage plus de la même façon. Et que quand on déménage avec des cartons, pas avec des malles. Mais ça, ce sont des effets de contemporains qu'on ne sent pas. Parce ils ont tout l'attrait des évidences. S'approcha de la fenêtre, boum, un magnifique passé simple, mais la pluie ne cessait pas, comme s'il avait pu avoir une interaction entre le personnage et la pluie. Et en fait, l'adversatif ici de la conjonction de coordination, mais va être expliqué ensuite. Et qu'est-ce qu'on a évidemment? Un imparfait, qui nous montre ici un procès qui dure. Et donc on sent qu'il y a une espèce de tension entre la participiale, le passé simple, et ici c'est imparfait. Ou en tout cas, ce qui pourrait se détacher en termes d'aspect, puisque là, on est sur un inaccompli avec l'imparfait. Eh bien, en fait, il ne se détache pas seulement d'un point de vue temporel, mais aussi, ce détachement est aussi une opposition par la conjonction de coordination. Et c'est là qu'on va avoir en fait une amorce d'événements, de récits, de ce qui sera défini un peu plus tard comme le premier gros chagrin de son existence. Et donc, en fait, on a du minuscule, de l'ordinaire, qui est quand même tragique. Et quelque chose qui va tout de suite mettre cette espèce de tragique ici, avec ce départ sous la pluie. Et une pluie qui est énorme. Voilà. Et ça, ce sont 2 lignes qui ouvrent le roman. Ce qu'on a ensuite, c'est un paragraphe météorologique. Une pure description du temps qu'il fait. Mais en fait, ça dit plein de choses. Mais parler du temps qu'il fait, c'est ce qu'il y a de plus banal. Raconter la pluie. Et faire de la pluie un événement. Voilà. Ou de la météo un événement. C'est le quotidien. Et là, on voit que le grand événement qui est le départ du couvent est lui-même complètement pris dans cette quotidienneté, mais une quotidienneté qui est scrutée, zoomée, dans son grain, dans son détail. Et donc là, on a, hop, un plus que parfait, l'averse toute la nuit, hop, et on voit les espèces de découpes qui vont, évidemment, faire marqueur temporel, mais qui vont aussi permettre un certain rythme de la phrase, et qui permet, ça va tout de suite élargir l'étendue du temps dont il s'agit. On passe du moment présent, cette pluie qui ne cessait pas, eh bien on sait qu'elle date au moins de cette nuit. Et après on aura le jour d'avant, et c'était le dernier jour de couvent. Voilà. Et ça va permettre d'élargir, et en fait on a comme ça régulièrement des analepses progressives, c'est-à-dire en fait dont l'empan temporel est de plus en plus lointain. Et ça va permettre de connaître le personnage avec une impression in medias res, mais qui est fausse en fait. Parce que ça démarre in medias res, mais on passe immédiatement à des moments simultanés d'analepse et de présent. Alors c'est pas la narration intercalée comme on aurait un personnage, un autre. On l'a un peu aussi. Et ça en fait, ça paraît très simple, mais elle se joue là, la virtuosité. Par ce genre d'effet, alors on peut faire ces effets-là sans être virtuose, c'est les autres effets qui vont faire que Maupassant est vraiment virtuose, et par l'impression, quand on le lit, qu'il ne se passe rien, que tout est normal, que tout est banal, et pourtant on ne peut pas décrocher. Et pourquoi? Parce qu'il ne va pas l'écrire en faisant des effets emphatiques qui seraient ridicules. Ce serait de l'héroïque comique, par exemple, un des sous-genres du burlesque. Quand on va raconter comme une épopée le fait d'aller prendre le métro, c'est l'exemple que j'adore raconter quand je suis en classe, quand j'enseigne, et que je fais, voilà, puis je le montre, voilà, bam, et là, tac, le Navigo, boum, 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 ça les fait rire, c'est super marrant, ça fait du stand-up, ça sert à ça aussi de faire court, à faire rire et à marquer avec des exemples qui vont être très forts, quoi. Mais, voilà, là, c'est pas du stand-up, c'est de l'ordinaire. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il s'agit d'écrire l'ordinaire, mais sans en faire un défi littéraire qui se voit. Il faut rendre réellement intéressant, et par la lecture en feuilleton, quelque chose d'ordinaire. Et donc ça va plaire parce que c'est ordinaire, mais qu'on voit qu'il se passe quelque chose. Et donc dans le même temps, on apprend à voir quelque chose. Et c'est cette impression d'évidence aussi qui va faire que les opinions, c'est pas si simple, mais que la façon de voir le monde du narrateur va passer aussi crème, si on va le dire de façon abominable, ça passe crème, mais va passer aussi pour une évidence, et être amené du côté des évidences. Et ça, c'est très fort. Aussi, c'est très malin. Donc voilà, l'averse toute la nuit avait sonné contre les carreaux et les toits. Et là, on voit qu'on n'est plus dans l'ordinaire. Parce qu'il pleut, c'est bien une averse. Voilà, différents types de pluie. Bon, c'est précis. Et cette averse, elle arrive avec
elle aussi un article défini, comme on avait la pluie, l'averse, c'est très météorologique. Là aussi, on va être dans quelque chose qui est connu, c'est le quotidien. Il pleut, on sait ce que c'est. Mais ce qu'on a, les carreaux et les toits, les carreaux, ce sont les carreaux des fenêtres. Hein. Un carreau, ça peut aussi être en coussin, mais ça, c'est un peu plus ancien régime. Avait sonné. Et elle n'a pas fait sonner les carreaux ou les vitres, c'est elle-même qui sonne. Donc on a quelque chose qui est extrêmement sensoriel, puisqu'en fait, la pluie, elle n'est pas seulement décrite en tombant, elle est décrite directement par un effet sensoriel qui va parler, en fait, de la sensorialité, de la perception de n'importe qui, et aussi des personnages. Donc on se place au niveau des perceptions, des visions des personnages. La vision du personnage, c'est pas ça le gaze. Hein. Le gaze, c'est plutôt la vision globale du monde qu'il y a dans le bouquin. Et il peut y en avoir plusieurs. Mais c'est pas la vision du monde d'un personnage. Mais ce qu'on va avoir, là, c'est cette sensorialité qui va parler des effets. Ça nous parle des perceptions, mais dans le même temps, c'est l'averse qui sonne. Normalement, ce qu'on sonne au 19e, ça va être quelqu'un va sonner les cloches, par exemple, ou voilà, on va sonner un domestique, c'est-à-dire qu'on agite une cloche. Donc en fait, c'est une action sonnée. Ici, c'est l'averse qui sonne, comme si elle venait sonner. Alors, c'est pas un récit de hantise, hein, c'est pas le horla là qui commence. Mais ce qu'on va avoir, c'est quelque chose qui va, en fait, juste au niveau du choix du verbe, donner une importance grande à cette espèce de sujet météorologique, l'averse. Et ce n'est, voilà, ça ne rentre pas littéralement dans la métaphore, on est en fait dans de l'espèce d'esquisse de métaphore. Et ça, c'est extrêmement fort et beau. Alors, c'est absolument pas filé, mais ça va donner une profondeur sensorielle à l'ensemble, et tout en donnant une impression forte du paysage comme s'animant, comme étant pratiquement anthropomorphe, en fait. Voilà, ça met un degré comme ça d'anthropomorphisme, donc de ressemblance humaine. Le ciel bas et chargé d'eau semblait crever. Alors là, ici, crever, c'est comme on va crever un ballon, hein, mais on a, hop, boum, quelque chose de tragique. Bon, bas, c'est que l'horizon est bas. Hein. Chargé d'eau, là, tout ça, voilà, ça va vraiment donner cette atmosphère, bon, évidemment très humide puisqu'il pleut beaucoup, semblait, boum, modélisateur de perception, et crever, ben, comme un ballon crevé, et qui va voilà, donner cette impression un peu d'artifice, ici, là, du côté des perceptions, pour parler de cette météo, se vidant sur la terre, boum, encore une participiale ici présent, mais on voit, hein, le ciel bas, donc semblait crever, se vidant sur la terre, et en fait, boum, il est sujet logique, il est agent, avec la virgule, et donc c'est comme une action malgré soi, hein, ça, se vider comme on se vide de son sang, on n'est pas en train d'écoper, hein, mais vous voyez, ça tend vers à mettre les éléments météorologiques, les éléments de la nature, en position sujet de verbe, notamment d'action, ou qui peuvent être d'action. Et là, on va être vraiment d'action, la délayant en bouillie. Et donc, on voit ici que chargé d'eau n'est pas le sujet, ou l'eau de chargé d'eau, c'est le ciel, la délayant en bouillie, enfin, se vidant sur la terre, la délayant en bouillie. Et là, la structure, elle va montrer un parcours qui est donc celui de l'inondation de l'averse. Mais ce qu'on a vraiment ici, c'est que le ciel a une action sur la terre. On se rappelle, il est bas. Et donc tout ça, ça donne voilà, cette impression d'animation où on a juste l'impression qu'il pleut vachement fort, mais quand on regarde de plus près le texte, c'est vachement plus fort. En bouillie, la fondant comme du sucre. Et là, avec passage, métaphore, délayant en bouillie, ou c'est un genre de manière, bon là c'est pas forcément très clair, et une comparaison qui se voit, la fondant comme du sucre, hein, qui va aussi montrer finalement, donc par la comparaison, mais surtout par la fonte, le passage de délayer à fondre, au niveau sémantique, c'est croissant. On va plus loin, parce que en fait dans le mélange, on a un mélange terre-eau, et tout ça qui vient du ciel. Et donc c'est ça qui va donner une impression de très grande averse, d'intensité, parce que de haut degré, parce que finalement ça va aller jusqu'au mélange des éléments avec des volumes qui aussi sont croissants, donc pour ce qui est de l'eau, et donc décroissants pour la terre. Et tout cela venant du ciel. C'est presque cosmique en fait. C'est ça qui fait une impression d'intensité. Des rafales passées pleines d'une chaleur lourde. Et là on a des choses de l'ordre de l'annonce, pleines.
d'une chaleur lourde. Pleine, c'est vraiment pour les grossesses. Hein, voilà. Donc c'est pas là. C'est de l'ordre du signe possible. Et ça va être aussi de l'ordre de la connotation, ou plutôt de la motivation des termes, c'est-à-dire on a l'impression que tout est un peu signe. Pourquoi nous décrire autant cette averse? Eh bien, c'est complètement quotidien, c'est un peu le baromètre de chez Bovary. On va vraiment décrire l'averse, ça va expliquer cette espèce d'événement qui est le départ, mais en même temps, ça permet aussi, finalement, de glisser plein de petits signes possibles, pas sûrs, mais ça va changer un peu l'atmosphère. Pleine d'une chaleur lourde, c'est les rafales passées pleines d'une chaleur lourde, on va rajouter un élément ici qui est la température, qui est plutôt inquiétant, hein, parce que ça mène du côté des orages, et en même temps d'une espèce de grossesse. En fait, tout est chaud et moite, et très humide. Et ça, c'est presque sexuel aussi. Et c'est une atmosphère, ça c'est pas dit. C'est un ensemble. Le ronflement des ruisseaux débordés emplissait les rues désertes, où les maisons, comme des éponges, buvaient l'humidité. Encore une comparaison, hein. Mais une comparaison entre la maison et l'éponge, boum, disproportionnelle, mais qui va être sur la matière. Buvait l'humidité qui pénétrait au-dedans et faisait suer les murs de la cave au grenier, parce que finalement, la météo ne s'arrête pas aux maisons, elle attaque les espaces intimes et domestiques. Et donc il n'y a rien dehors, les rues désertes, hein, mais même dedans, on n'est plus à l'abri. Et c'est sous ce temps-là qu'ils vont partir en voyage. Qu'on avait Jeanne, l'averse Jeanne. C'est presque un programme, hein, et ça nous amène à elle. Sortie la veille du couvent, donc on avait, ayant finissé mal, sortie la veille du couvent. Alors on est sur un participe assez plus classique, mais voilà. Donc il va nous préciser, hein, c'est là qu'on a une analepse, hein, qui va un jour plus loin, et qui nous donne aussi beaucoup d'éléments. Le couvent, c'est qu'elle est au moins bourgeoise. On va apprendre qu'elle est aristocrate. On voit bien que Rosalie, sa sœur de lait, ne sortira pas du couvent. Libre enfin pour toujours, prête à saisir tous les bonheurs de la vie. Bon, la fameuse vie du titre, une vie, la vie. Donc là, on est sur une espèce de vie générale abstraite. Tous les bonheurs de la vie, ça va nous parler d'elle, dans une espèce d'attitude complètement vitaliste et aussi évidemment sensorielle. C'est-à-dire que ce qu'on va voir pendant assez longtemps, c'est comment la sensorialité de Jeanne et son appétence à l'amour, mais plus à un amour sentimental que physique, est ouverte. Avec une impatience, une hâte, prête à saisir tous les bonheurs de la vie dont elle rêvait depuis si longtemps. Bon, ça c'est une analepse sans ancrage temporel précis, mais qui va nous donner une caractéristique en plus d'élargir le cadre. Craignait que son père hésitât à partir si le temps ne s'éclaircissait pas. Comme magnifique imparfait du subjonctif et une belle conditionnelle. Et pour la 100e fois depuis le matin, elle interrogeait l'horizon. Et après, on va avoir les interrogations aux parents. Mais hop, là, on comprend donc ce qu'elle faisait en regardant la fenêtre. Et on a évidemment sa hâte, la relation au père, la présence du père, puisque s'il hésite, c'est bien qu'il est là. Donc c'est comme dans la tragédie grecque, 1 personnage, 2 personnages, 3 personnages, 4 personnages, voilà. Et on les présente les uns après les autres, et à chaque fois, ce sont des apparitions. Et donc seule Jeanne est l'évidence que l'on va suivre. Et tous les autres ont des apparitions qui en fait étaient là avant, mais ça c'est pas ça. Voilà, qui va jouer. Puis elle s'aperçut, alors on avait déjà eu un puits, hein, je crois, non, ça c'est le premier, mais après il y en aura 2. Elle s'aperçut, boum, perception, hein, on note tout ce qui va être de l'ordre de la focalisation interne, qu'elle avait oublié de mettre son calendrier dans un sac de voyage. Alors ce calendrier va revenir à la fin. Mais ça, je m'en rends compte en le relisant, évidemment. Elle cueillit. Ça, c'est un verbe des champs. Ce sont les fleurs que l'on cueille. Ça devrait dire elle attrapa, elle ramassa, elle se saisit, elle s'empara. Elle cueillit. C'est extrêmement précis. Ça donne une impression de délicatesse. Ça la met déjà dans le champ alors qu'elle rêve de la campagne. Mais on ne le sait pas encore, ça va nous être dit juste après. Sur le mur, le petit carton divisé par mois, la description, qui va nous donner dans les connotations, dans les suggestions, quelque chose de l'activité de Jeanne au couvent, et donc de sa hâte de sortir, qu'on a eue juste avant, et que l'on voit sur sa hâte de partir, mais là on voit la hâte qu'elle a eue en tant que pensionnaire.
et portant au milieu d'un dessin la date de l'année courante 1819 en chiffre d'or. Et ça, c'est super. C'est l'ancrage absolu. On sait quand on est. Puis elle biffa à coups de crayon les 4 premières colonnes, rayant chaque nom de saint jusqu'au 2 mai, jour de sa sortie du couvent. Ça, c'est la prisonnière. Une voix derrière la porte appela. Bon, nouveau paragraphe, Jeannette. Jeanne répondit, entre papa. Jeannette, alors, une voix, hein, c'est une façon de présenter le personnage. Article indéfini, mais même en fait, les choses sont indéfinies. Le personnage n'est qu'une voix, il n'apparaît que par les sensations qu'il procure, alors que là, c'est qui c'est. Voilà. Mais c'est aussi une façon d'introduire ça au lecteur, d'introduire les personnages au lecteur. Jeannette, c'est pas juste Jeanne, c'est l'hypochoristique, c'est l'affection. L'hypochoristique, c'est quand ça va être caressant, ça va montrer le lien. Et on a ensuite entre papa et son père paru. Ce qui est dur à lire, et son père paru. Et qui propose, et ça on l'a avec, boum, paragraphe suivant, tous les noms, description, était un gentilhomme, etc. Donc du père qui est donc cette espèce d'emblème rousseauiste du XVIIIe siècle. Il avait des tendresses d'avant, donc cette espèce de sensorialité que l'on avait un peu pressentie avant, et puis qui va revenir très fort après, elle s'annonce ici comme un héritage paternel. Évidemment rousseauiste, et donc il y a déjà comme l'annonce d'une espèce de tension, au moins temporelle, entre un siècle passé et le siècle dans lequel on est, contemporain. Et donc voilà, ces tendresses d'amants, presque déplacées. Mais ce sont des tendresses, ce ne sont pas évidemment des relations physiques, ce serait ridicule. Mais là, qui vont montrer quelque chose comme pour la nature, boum, général. Mais c'est pas si général que ça, la nature. C'est pas le monde entier. C'est la nature, c'est ce qui va s'opposer par exemple à la ville. C'est très Rousseau. Pré-romantique, on dit. En Allemagne, on dit plutôt le Sturm und Drang. Les champs, les bois, les bêtes. Et qu'est-ce qu'on a là? On a un rythme quaternaire qui est en fait le départ d'une énumération. Et une énumération qui a une force d'évidence et qui se perd ou qui s'accomplit dans les détails concrets, des vraies choses et pas juste du concept. Boum, aristocrate de naissance, etc. Il a ici. Donc là, on a vraiment un portrait, alors qu'on n'en a pas eu un aussi net de Jeanne, qu'on a vu qu'en action. Finalement, alors avec des actions passées par les analepses, mais là, on a un vrai portrait du père. Et donc, il a hissé par instinct 93, il exécrait la tyrannie, ensuite sa grande force, sa grande faiblesse, c'était la bonté, une bonté, etc. Et donc là, on a cette bonté-là qui va revenir, mais alors, ça c'est très très beau, hein. Ça me rappelle le forgeron de Rimbaud, c'est très très 19e. Alors, dans le rythme, une bonté qui n'avait pas assez de bras pour caresser, pour donner, pour étreindre. Une bonté, alors, donc, caresser, donner, étreindre, boum, 3, reprise, donc une bonté de créateur, épars sans résistance, comme l'engourdissement d'un nerf de la volonté, une lacune dans l'énergie, presque un vice. Donc tout ça, ça a donné l'impression d'une énorme amplification, donc ça va fortement caractériser le personnage, ça met ça au premier plan, et avec cette étrangeté que la bonté devient un défaut, comme une espèce de malédiction, et on peut noter que c'est une famille aristocrate, et qu'effectivement, en fait, qui est caractérisée par ce qui est une des grandes vertus aristocratiques, notamment déjà au Moyen-Âge, de la noblesse, qui est la largesse, la générosité, et qui ici n'est jamais rapproché de ça, même si c'est dit en même temps, ça n'est pas lié, c'est pas dit que c'était... Je vois pas avoir vu une bonté de seigneur, c'est une bonté de créateur. Et ça nous amène plutôt au théisme, à Voltaire, à des choses comme ça, même si là c'est plutôt Rousseau qui est mis en avant, mais ça marche quand même. Et avec, vous voyez, donner, étreindre. La sensorialité, elle est partout. Alors, oui, ça veut dire qu'il y a du cul partout aussi. Ça apprend à avoir les sens en éveil, à avoir le cul en permanence. Ça fait partie de ces évidences qui passent. Et par sans résistance, et donc ça c'est vraiment son caractère, comme l'engourdissement d'un nerf de la bonté, donc il ne sait pas se tenir à ce niveau-là, et donc cette bonté, qui aurait pu être une caractéristique aristocratique, est juste en fait une nature, grande force et grande faiblesse, bonté répétée 3 fois, qui se signale comme une espèce de faute tragique, comme une amartia, presque un vice, jusqu'au paradoxe.
Homme de théorie, il méditait, etc. Parce qu'il la voulait heureuse, bonne, droite et tendre. Donc du côté de la bonté, on est complètement les plans d'éducation de Rousseau, avec cette surprise que finalement Rousseau l'amène au couvent, ce qui n'est pas très rousseauiste en fait. Elle était demeurée jusqu'à 12 ans, et puis boum, Sacré-Cœur. Donc là, boum, paragraphe, avec les décisions du père. Et finalement, dans cette montée, une forme d'intransigeance, mais c'est un trait d'époque, en fait. C'est vraiment un trait d'époque. Et là, on passe de la bonté à la sévérité. Sévérité. Sévèrement enfermée, cloîtrée, ignorée, ignorante. Des choses humaines. Elle est cachée. C'est ça le tombeau du couvent. Et là, on a, hop, boum, encore des énumérations. Et ça, on les avait pas pour Jeanne, on les a pour lui. Et c'est aussi, en fait, dans le style employé, notamment dans le rythme, que les personnages vont se distinguer. Il voulait qu'on la lui rendît chaste, on ne dit même pas qui, c'est juste le rôle de l'institution, à 17 ans, pour la tremper lui-même dans une sorte de bain de poésie raisonnable. Alors moi, je ne peux pas m'empêcher de voir quelque chose d'extrêmement bizarre dans le désir de chasteté et d'ignorance d'un côté. Bon, de toute façon, c'est bizarre pour tout le 19e siècle. Et la volonté de faire son éducation lui-même ensuite. Et il va la faire un peu, mais pas vraiment, sur ce qu'il va falloir avoir. Il y a quand même quelque chose qui est extrêmement paradoxal dans tout ça. Donc, une sorte de bain de poésie raisonnable. Donc ça, c'est très vague. Et ça va aller du côté donc de la beauté des choses, des théories, etc. Ce qui n'est pas forcément si 19e que ça. Et encore. Et par les champs au milieu de la terre fécondée. Ouvrir son âme, dégourdir son ignorance à l'aspect de l'amour naïf, des tendresses simples des animaux, des lois sereines de la vie. Et là, je ne parle de nature, là, on est en plein dedans. Parce qu'en fait, il y a un peu dans l'idée que la vraie nature est dans la nature. C'est pas que le bonheur est dans le pré, mais c'est à peu près ça. À savoir que la vraie nature, qui en fait n'est jamais naturelle, montrerait ce qu'est réellement la nature, profonde des choses, la véritable définition, et qu'il s'agirait de revenir ou de découvrir cette espèce d'origine en soi. Je vous rappelle, dès qu'il s'agit de revenir à une origine, on est réactionnaire. On a le droit, c'est pas le problème, et c'est bien de le savoir. Donc là, voilà, je commence à avoir une espèce de distance avec le naturalisme. Le naturalisme ici pour parler des métaphores naturalistes de la nature de Maupassant. Et là, hop, et en fait, elles vont dire quelque chose de ce bonhomme. Amour naïf, tendresse simple des animaux, des lois sereines de la vie. Bon, encore l'aspect de l'amour naïf, donc les apparences. Bon, si on le traduit en termes plus concrets, ça veut dire très concrètement, elle va être moins naïve en voyant des animaux copuler dans les champs. C'est ça que ça veut dire. Ça veut rien dire d'autre. Et avec en plus cet aveuglement, de recouvrir ça du concept. Parce que là, en fait, bon, il est assez explicite dans ce texte, Maupassant, pour quelqu'un du 19e, mais dans les faits, il manque des choses. Et là, il y a vraiment l'amour naïf, parler d'amour comme de naïveté, ce sont effectivement les grands mythes du XVIIIe siècle. Alors, et ça, c'est effectivement très rousseauiste, mais c'est même l'idée qu'il n'y aurait pas de violence entre animaux. C'est une espèce d'image harmonieuse de la nature, et qui va jusqu'aux lois sereines de la vie, qui va lui permettre de savoir, c'est pas la vie de Maupassant, ça, mais c'est celui du père. Et en fait, au moment de la nuit de noces, elle va pas comprendre. Parce qu'elle aura eu beau voir, elle va pas comprendre que ça parle d'elle, et c'est pas si innocent que ça, et c'est pas si tendre, et c'est pas si naïf. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est très intéressant, parce que en fait, ce qu'on a, c'est toute l'espèce d'image, la sexualisation de la nature, elle est très consciente pour Maupassant, à mon avis, et tout aussi consciente pour le père, mais ramenée à des naïvetés. Et pas chez Maupassant. En gros, il y a ce hiatus. Et en le disant, il montre. Voilà. Les lois sereines de la vie, c'est pas le Schopenhauerisme. C'est pas Schopenhauer, c'est pas les ruses de l'espèce, et la douleur comme moteur de l'histoire. Pas ça du tout. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà. À mon avis. Elle sortait maintenant du couvent, radieuse, pleine de sève et d'appétit de bonheur. Bon, métaphore sexuelle, évidente.
mais qui n'est pas uniquement activé, exclusivement activé. Si vous le voyez uniquement comme sexuel, ça marche pas. Ce qu'il y a, c'est que c'est aussi sexuel, mais cette sexualisation, le personnage va pas en être conscient, mais ça va faire partie de la sensorialité globale. En tout cas, voilà, les sèves et les appétits, on est du côté des Russes de la nature. Prête à toutes les joies, tous les hasards charmants que dans le désœuvrement des jours, la longueur des nuits, la solitude des espérances, son esprit avait déjà parcouru. Bon, on n'est pas non plus si loin, hein, et là avec un rythme ternaire incroyable qui ouvre à tous les libertinages, qui sont inclus dans les totalités. Elle avait toutes les complaisances, dit Éluard dans Capitale de la douleur. Bon, toutes les complaisances, c'est pas forcément précis, mais ça ouvre bien au fantasme. C'est explicite à ce niveau-là, sans donner le détail. C'est explicite dans le sens où, oui, ça active des connotations sexuelles. Elle semblait, et là, on va la voir, un portrait de Véronèse, avec ses cheveux d'un blond luisant qu'on aurait dit avoir déteint sur sa chair, une chair d'aristocrate, boum, là, jugement de classe, à peine nuancée de rose, ombrée d'un léger duvet, d'une sorte de velours pâle. Et là, on va voir, le velours, c'est quoi ? C'est tactile. Il le décrit, ce velours, il est décrit par son aspect visuel, mais il va connoter ce toucher, cette douceur. Un velours pâle qu'on apercevait un peu quand le soleil la caressait, la caresse. Et donc là, on voit comment l'activité du soleil est une activité sensorielle. Ah oui, bien sûr, la longueur des nuits, la solitude des espérances, ça parle de masturbation. Hein. Voilà. Alors, est-ce que c'est juste la rêverie, on va dire, sans les mains ou avec ? Ouais, c'est pas complètement concret, mais un lecteur du 19e, comme Maupassant, il parle de masturbation. Pas uniquement, voilà. Parce qu'il y a aussi cette ouverture à la possibilité d'activités de rêverie, c'est très Bovary aussi, hein, qui peuvent être proches de la masturbation sans forcément être... c'est-à-dire que la dimension d'ersatz de masturbation, d'activité de rêverie, elle est parfaitement activée aussi. Mais ça change pas grand-chose en fait, de est-ce que ça se fait concrètement ou pas. Ses yeux étaient bleus, de ce bleu opaque qu'ont ceux des bons hommes en faïence de Hollande, boum, exophore mémorial de notoriété, qui, permet de dire quelque chose et qui la rapproche d'un artifice assez beau. Elle avait donc sur l'aile gauche, bon, là, les grains de beauté. Donc en fait, on va aller vers le détail, jusqu'au grain de la peau, on revient en arrière, avec grande mûre de poitrine, bon, voilà, le dessin quoi, ondoyante de la taille, donc ça, on est vraiment là, ben ça c'est du regard caméra, hein. Et c'est quand même assez objectifiant à ce moment-là. Mais ça ne va pas complètement casser l'empathie pour le personnage qui a été présenté avant. Mais là, voilà, là on l'a vraiment à ce moment-là, c'est une belle femme, c'est une belle jeune fille. Sa voix nette semblait parfois trop aiguë, mais son rire franc jetait de la joie autour d'elle. Souvent, d'un geste familier, elle portait ses deux mains à ses tempes comme pour lisser sa chevelure. Et là, hop, ça c'est vraiment l'art de Maupassant d'activer le portrait par l'habitude, souvent, ta. Et là, on va avoir tout cette espèce de dialogue sur deux négociations avec le père puis la mère. Elle gagne, ce n'est pas raisonnable, ils le savent tous les deux. Donc on voit que cette bonté qu'on avait eue avant, elle va être familiale, hein, on le voit avec leur déversé, mais aussi avec en fait le caprice de la fille qui n'est pas raisonnable, et ils le font. Et ils vont tous aller sous l'eau alors que ce n'est pas raisonnable. Et donc on a aussi cette dimension pas raisonnable qui est soulignée par c'est un vrai événement pour elle, puisqu'elle n'a rien vu, et cette étrangeté qu'elle a vu Paris, mais c'est pas Paris qu'elle veut, c'était la campagne. Et ça c'est plutôt paradoxal, mais le paradoxe n'en est pas souligné. Et ça va nous amener vraiment vers quelqu'un qui est en fait quand même globalement inscrite dans un décor qu'elle va rejoindre, et qu'elle aime profondément. Donc ce château des peuples, avec ce nom incroyable de château des peuples, vieux château de famille planté sur la falaise auprès du port, qu'ils aménagent, et avec ce rêve de campagne absolue, ce rêve étonnant, hein, de ruralité, alors étonnant, peut-être de mon point de vue, mais
j'ai quand même la sensation que Bovary arrive plutôt de Paris. Et ça permet d'avoir des distinctions comme ça avec le personnage, et ça fait qu'il y a plein de scènes... Enfin, c'est pas une réécriture de Bovary, même si on peut voir des liens. Notamment parce que là, cet attachement, pour elle, c'est la campagne. Et ça n'est pas discuté. Et donc, voilà, papa, maman, on fait atelier. Arrive Rosalie, qui jouera un autre rôle plus tard, mais on n'a aucun besoin de le savoir. Et en fait, on a un naturel de présentation des personnages qui n'affiche pas, qui n'exhibe pas, qui n'est pas lourd, en fait, sur leur importance. Ils sont juste là, les uns après les autres. C'est comme autant d'évidence, avec les habitudes. Donc là, on a Rosalie, et puis la baronne va être ensuite plus décrite avec cette espèce d'emphase de Madame Adélaïde, avec cette dimension un peu moqueuse. J'ai quand même beaucoup entendu mon grand-père faire « Ouh, Madame Teillac !» pour appeler ma grand-mère. Avec le bonheur d'entendre sa femme porter son nom, en fait. Hein. Ça, c'est sûr que c'était là. Mais il ne l'a pas dit, je veux dire, c'est juste que je l'ai senti. Et le plaisir, quand même, aussi, voilà, d'appeler avec une emphase. Et moi, je l'ai toujours fait, en fait, d'appeler des amis et parfois des plus proches, Madame, Monsieur, ou des gens de la famille. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, est une grande marque de tendresse, mais effectivement, parfois un peu moqueuse aussi d'emphase. Ça dépend des moments. Et donc là, on a un peu ça. Et puis à nouveau, voilà, le paysage. On peut entendre les fers de chevaux clapoter, les 4 roues faisaient des soleils debout. Pleine métaphore complètement paradoxale, c'est un oxymore des soleils debout, et qui nous suggère les rayons des soleils debout. J'ai perdu ma ligne. Ah, elle est là. Les 4 roues faisaient des soleils debout, voilà, c'est les jets debout. Je vais pas refaire à peu près tout ce que j'ai repris, je pense que là on a les grands éléments, hein, mais l'animation du paysage, hein, alors sinistre aussi, hein, un sol noyé, les branches pendantes avec un abandonnement de cadavres. L'abandonnement, c'est un mot plutôt spirituel, hein. L'abandonnement normalement c'est religieux, mais avec parfois c'est un mot qui peut être pris en contexte érotique, mais là l'abandonnement de cadavres, c'est vraiment étonnant, hein, comme voilà. Et c'est quasi oxymorique. C'est pas aussi visible que les soleils debout, hein, mais ce sont des images qui sont très fortes. Mais comme le paysage semble tout à fait familier à, on va dire, à un public français, standard, éventuellement normand, mais enfin voilà, on a déjà vu des paysages de campagne où il pleut, surtout 19e, eh bien c'est pas choquant. Enfin, je sais pas à quel point c'est choquant l'abandonnement de cadavres, je pense que ce sont des images qui sont fortes, mais ça ne va pas, je trouve, connoter comme une description des enfers ou des choses qui seraient exotiques ou quoi. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, ici, je peux me tromper. Là, je suis vraiment du côté de l'hypothèse. Mais voilà, gravement, le brouillardeau, etc., qui va donner même une épaisseur à cette humidité, directement par la matière. C'est un roman que j'adore, on va y revenir, j'ai adoré le relire. Et je crois que là, on commence à sentir un peu ce que je veux dire sur cette espèce de naturalisation avec les lois de la nature. On essaiera probablement d'y revenir. Dites-moi ce que vous en pensez. J'essaie de ne pas oublier l'article sur les exophores mémoriels de notoriété.